Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel update lecture. J'ai pas mal de romans et aussi de graphiques un petit peu à vous présenter. Dans le lot il y a du très bon et une grosse déception à laquelle je ne m'attendais pas du tout, donc c'est parti! On commence avec une lecture en demi-teinte, c'était bien mais pas aussi bien que le premier tome. Il s'agit du tome 2 donc de Witch and God, l'enlèvement de Circé. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome que j'avais trouvé hyper à la fois original et en même temps écrit un petit peu à l'ancienne, des romances paranormales qu'on trouvait il y a de ça une dizaine d'années on va dire. Ici j'ai moins accroché à la fois aux personnages et à leur histoire d'amour à tous les deux, donc ce qui est un petit peu dommage quand 80% des histoires concernent la romance, hein. Je m'explique. J'ai pas trouvé que les personnages de Circé et d'Hermès étaient waouh, ni ce qui se lie entre eux non plus. J'ai pas vraiment été happée par Circé et ce qui compose son destin, puisqu'elle est amenée en fait à gouverner en quelque sorte leur cercle de sorcières de par sa naissance, etc. depuis qu'elle est toute petite. Et elle a cette dualité en fait où d'un côté il y a ce rôle qui lui pèse et de l'autre en fait du coup comme elle a toujours été formée à devenir guide, elle sait pas, oh pardon je sais bouger, elle sait pas vraiment qui elle est, donc ça aurait pu être je pense mieux fouillé je trouve. Et Hermès en fait je trouvais assez plat. Autant Deimos du premier tome je l'aimais beaucoup parce que j'aimais bien cette pudeur qu'il affichait, ce côté rien ne me touche mais en fait je suis une patte. Autant là, Hermès, on le décrit comme un dieu hyper charismatique, c'est le roi des voleurs, c'est le roi des commerçants, c'est un négociateur, tout ce que tu veux. Et en fait, pas plus que ça. Ça correspondait pas tellement avec l'image que je m'en étais fait et du coup j'ai été un peu déçue, je l'ai pas trouvé hyper charismatique, vous voyez. Du coup, ce qui se noue entre eux non plus, j'ai pas adhéré plus que ça à la romance, je l'ai trouvé vraiment pas transcendante, il n'y a rien qui m'a fait vibrer en fait clairement. Ce que j'ai apprécié dans l'histoire c'est plutôt l'aspect encore comme la dernière fois mythologique. Je trouve que c'est très intéressant cette fois qu'on aille aux enfers puisque l'histoire se déroule dans les enfers, puisque c'est pas du tout un spoil, c'est écrit derrière mais Circé va mourir, elle va se retrouver aux enfers. Et ça c'était vraiment bien, c'est vraiment un monde de la mythologie grecque que je ne connaissais absolument pas du tout, aucune des divinités d'ailleurs qui avait vraiment trait au monde des enfers gouverné par Hadès et Perséphone, du coup je les connaissais pas du tout, donc c'était super quoi d'apprendre ça, de voir comment est-ce que l'auteur imagine tout ça, comment est-ce que cet autre monde vit en fait, ça c'était vraiment chouette. Et ça prend quand même une bonne part du récit, donc voilà, ça m'a intéressée. Ça compensait un peu le côté romance qui m'a pas touchée. Voilà, donc c'était une lecture plutôt sympa, intéressante du côté de l'univers, mais pas forcément pour moi en tout cas hein, du côté de la romance. Je lirai quand même le troisième tome parce que j'ai envie de connaître la suite et fin de cette trilogie et de savoir ce qui va arriver à la troisième sœur. Mais un petit peu déçue. On continue avec les suites de séries avec Blood and Honey, le tome 2 de Serpent and Dove que j'avais adoré. Ici, j'ai beaucoup aimé, mais encore une fois, pas autant que le premier tome. C'est vraiment un tome de transition, en fait, on découvre plein... Je peux pas trop vous en parler, mais du coup, on découvre plein d'autres... communauté si je puis dire, plutôt surnaturelle, qui fait que c'est hyper intéressant et il y a plein de nouveaux personnages qui rentrent en jeu, qui je pense seront importants pour la suite. Après, au niveau de ce qui se passe entre les personnages, c'était un peu frustrant, c'était vraiment, j'avais l'impression en fait que l'autrice elle savait pas trop ce qu'elle allait faire d'eux et du coup elle gagnait un peu de temps comme ça, avec des petites broutilles ou des choses qui ont fait que ça m'a pas paru, enfin pas crédible mais en tout cas j'y ai pas cru une seule seconde quoi. Quand il y a un moment quelque chose qui se passe et les personnages ils disent bon ben alors on va faire ça, ouais, dans ma tête c'était ouais c'est ça, ouais, d'ici 100 pages ça sera passé et effectivement d'ici 100 ou 200 pages peut-être c'était passé, mais voilà, c'est pas grave, j'aime quand même beaucoup les personnages, même si j'ai trouvé quand même que Lou elle a perdu un petit peu de son côté flamboyant dans ce deuxième tome. Et Red il m'a énervé en fait à être entêté comme ça à propos de la magie, mais je pense que c'est fait exprès. C'est le deuxième tome en fait, vous voyez, où les personnages en gros ils souffrent un peu.
Voilà. Et je pense que par la suite, par le troisième, il va y avoir une sorte d'explosion finale, ce que j'espère. Mais c'était bien du coup. C'est vraiment une super série, hein, ça pour le coup. Elle est vraiment, je trouve, elle a quelque chose en plus, vous voyez. Donc ça reste quand même une super lecture. Mais ce tome-ci, il est en dessous quand même, j'ai trouvé, du premier tome. Ou en tout cas, il m'a moins intéressée. Voilà. Et j'attends quand même super impatiemment le tome 3 que je pense que je vais lire d'ici cet été, quoi. Histoire de rester dans l'ambiance de cette sorcellerie assez particulière. Et voir un petit peu où ça va nous mener. Je vous dis, ce deuxième tome, il était... ça a fait comme ça, un petit peu hop, et ça finit, tu te dis, ouais, j'imaginais ça autrement. Et il n'y a pas eu vous voyez, de montagne russe comme dans le premier. Mais en même temps, c'est souvent comme ça avec les tomes 2. Donc on verra. Ensuite, on va passer à ma grosse déception de la vidéo pour le coup. Je m'y attendais pas en fait, parce que c'est une autrice que j'adore. C'est La cerise sur le gâteau d'Aurélie Valognes. Alors, Aurélie Valognes pour moi, normalement, c'est une valeur sûre. Je lis ses livres dans l'ordre chronologique dans lequel ils sont parus. Donc tous ceux qui sont parus avant, je les avais adorés. Du coup, je me dis, allez, je sais pas quoi lire, j'ai envie d'un petit truc qui se lit vite, tout mignon, vraiment des histoires de famille ou d'êtres humains, de destin de vie, enfin, comme elle sait le faire, quoi. Et en fait, je me suis retrouvée avec un bouquin, avec un personnage, mais tellement énervant, et avec des leçons de morale à chaque page, mais non, en fait, non, j'ai pas compris, là. C'est pas l'auteur que j'aime, franchement. Bref, on va suivre du coup Bernard et surtout Bernard, mais aussi un peu Brigitte, qui sont deux nouvellement retraités. Elle adore être à la retraite, elle kiffe sa life. Lui, il a toujours fait que travailler, il s'est jamais occupé de la sphère domestique, on va dire, même familiale en gros, hein, au sens large du terme. Et du coup, lui, le fait de plus avoir de travail, ça lui enlève sa valeur. Il sait peu pourquoi il est sur Terre, en fait, il sait plus quoi faire. Il est persuadé qu'on va le rappeler, qu'il y retournera, et en fait non. Donc cet aspect-là, moi je trouvais ça intéressant. Voilà, que faire quand on passe le cap de la retraite et qu'on a l'impression qu'on ne sert plus à rien, il faut vraiment se redécouvrir. C'est vrai que c'est le genre de questions que je m'étais jamais vraiment posée, puisque bon, pour moi la retraite ça me paraît très très loin. Encore plus à l'heure actuelle, n'est-ce pas? Et du coup, ça c'était pas mal. Mais ensuite, Bernard, il se découvre une passion pour l'écologie. Et là, c'était trop. Franchement, je suis désolée, mais déjà de 1, j'y croyais pas une seconde. Parce que oui, on le sait très bien qu'il y a des problèmes sur Terre, sans vouloir minimiser, c'est pas ce que je dis. Hein, mais c'est que d'un coup, on a l'impression que oh, Bernard, il se rend compte que merde, la Terre, elle est en danger. Et en fait, à chaque fois qu'il en parle, ça m'a donné l'impression que c'était une sorte de prétexte pour l'auteur à nous asséner des questions, des leçons de morale, des leçons d'écologie, alors que c'est un sujet, peut-être à l'époque c'était un peu plus nouveau, parce qu'il date de quelques années ce livre, mais c'est un sujet qu'on connaît tous et qu'on sait tous de quoi il en résulte. Et clairement, même s'il y avait des infos, j'ai rien appris quoi, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, on n'avait pas du tout l'aspect touchant des liens familiaux qu'il peut y avoir dans ces romans, etc. C'était vraiment, je vous jure, j'ai l'impression de lire un bouquin qui a été écrit exprès pour nous faire passer des messages écolos. Et franchement, ça m'a saoulée. J'ai pas d'autres mots. J'étais là en mode, bon, c'est quand qu'il a fini son laïus, là, le Bernard, parce que chaque discussion est un prétexte à nous apprendre un truc, ou en tout cas à nous faire un cours sur quelque chose. C'était pas très intéressant quoi. Il y a quelques réflexions intéressantes sur le jeunisme à la limite, mais je sais pas, c'est peut-être parce que c'est pas un sujet qui m'a forcément touchée, parce que j'ai l'impression que voilà, j'essaye de faire ce que je peux pour la planète, clairement, je recycle, je fais des trucs comme je peux, hein, avec mes moyens, je sais, j'en suis consciente, mais c'est pas un sujet, on va dire, qui va me transcender. Et là, j'avais l'impression qu'on ne parlait que de ça. Alors je suis peut-être passée à côté des autres choses, parce qu'il y a quand même des histoires de famille, hein, où les deux personnes âgées elles vont s'impliquer un peu plus en tant que grands-parents dans la vie de leur enfant, mais tout était hyper vu et revu, il n'y avait rien d'original, il n'y avait rien de touchant en fait. Et je vous jure, Bernard c'est une tête à claque, mais alors, mais tellement. Heureusement qu'il se rattrape un peu après avec sa famille, mais du coup voilà, j'ai rien trouvé vraiment à aimer dans ce livre.
malheureusement. Donc je suis quand même assez déçue et j'espère que le prochain que je lirai d'elle, il va pas être comme ça, parce que si on a... Enfin, j'ai eu l'impression vraiment que l'auteur avait perdu la petite touche hyper émouvante qui fait sa plume. Donc, bon, j'espère que le prochain il sera pas comme ça. N'hésitez pas à me dire, le prochain c'est Né sous une bonne étoile que je dois lire. Donc voilà. Est-ce que vous aussi vous avez eu cette impression avec ce roman, ou est-ce que je suis la seule? Parce que à l'époque, je vous avoue, j'ai pas du tout regardé les chroniques qui en étaient sorties, parce que pour moi je me dis voilà, valeur sûre. Et bon bah j'en ressors clairement déçue quoi. Un autre livre qui là aussi m'a déçue, purée, mais en fait je me rends compte que dans cette année de lecture, j'ai pas eu des bonnes pioches. Hein. Là pour le coup, j'arrive pas à savoir si c'est parce que je l'ai lu trop tard et que c'est plus du tout un genre qui va me parler, que je vais trouver transcendant parce que j'en ai lu trop, et que du coup il faut vraiment un truc hyper original pour me transporter, m'éblouir. Ou est-ce que vraiment ce livre est pas à la hauteur des autres bouquins que j'avais lus de cette autrice? Là aussi, je ne sais pas, c'est dur à dire. Donc j'ai lu Revanche de Kate Clark. Kate Clark, elle a écrit des bouquins qui m'avaient remué le cerveau, notamment celui-là, là. Perdu et retrouvé. Il m'avait... mon cerveau il avait fait quand j'avais lu, parce que c'était vraiment super bien fait. Du coup, je m'étais dit, allez, ça fait longtemps que j'ai pas lu de young adulte, vraiment contemporain, avec une petite touche de thriller, pourquoi pas? Et en fait, bah... je l'ai lu, hein, parce que ça se lit vite, ça se lit bien. Mais je m'attendais à un truc exceptionnel quoi, je m'attendais à un retournement de situation, à un twist qui m'aurait fait waouh! Et en fait, bah pas du tout. Donc c'est l'histoire de Jem. Jem, elle va perdre son meilleur ami Kai, dont elle était amoureuse, à la suite d'une vidéo qui va sortir, qui va le montrer en train de faire des choses pas très catholiques, on va dire, à une fête. Et cette vidéo, elle va avoir pour effet que Kai va devoir... Enfin, il n'a pas le choix de se faire son coming out, quoi, vous voyez. Il cache à tout le monde qu'il est gay à part à Jem. Et bien là, du coup, avec cette vidéo, il veut plus se cacher. Et les choses tournent mal et il se suicide. C'est le tout début d'histoire, hein, je vous cache rien. Du coup, Jem, elle va être dévastée. Et elle va mettre un plan, elle va se mettre un plan en tête, parce qu'elle va être sûre que certaines personnes seront responsables de la mort de Kai, qui a tourné cette vidéo, qui l'a mis en ligne, etc. Elle va croire, enfin, elle va dire c'est eux, et elle va décider de se venger. En même temps de tout ça, donc ça se passe sur un an en fait cette histoire, en même temps que tout ça, Kai tous les mois, il lui a écrit une lettre avant de se suicider, et qu'elle doit lire à la date anniversaire chaque mois. Où il lui explique un peu ses raisons, oui et non, mais surtout il lui donne des petites missions à faire, il lui dit de pas, voilà, se laisser dépérir, tout ça, alors qu'elle, en fait, elle a qu'une idée en tête, c'est, pour elle, elle a un an pour se venger de ces personnes-là, et à la date anniversaire de la mort de Kai, un an plus tard, elle aussi, elle compte se suicider. Voilà. C'est son plan. Je vous dis, c'est assez sombre au début, mais en fait, pas tant que ça, parce que, en fait, Jem, elle avait une relation hyper fusionnelle avec Kai, qui l'empêchait, en fait, clairement, on le voit, hein, d'aller vers d'autres personnes. Et là, bah, comme elle est toute seule et qu'elle va essayer de se rapprocher du groupe d'ados populaires de son lycée qu'elle pense être les personnes coupables, bah, elle va nouer de nouvelles amitiés. Elle se rend compte que finalement, elle peut être sociable, elle peut... Enfin, que c'est facile en fait d'aller vers les gens quand on leur dit ce qu'ils veulent. Et en fait, tu te dis, waouh, machiavélique, ça va être quoi son plan, ça va être quoi ce qu'elle va mettre en scène, oh, j'imagine un truc de dingue et tout. Et en fait, pas du tout. En fait, elle va se venger d'eux au fur et à mesure, mais c'est pas dingue, c'est pas... Je m'attendais à un truc un peu à... Ouais, un peu à la Stephen King, en fait. Peut-être pas, hein. Voilà, je vous dis, je pense que depuis, j'ai lu d'autres trucs bien plus hard, bien plus élaborés, qui font que ça m'a paru pas... Pas dingue, pas waouh, pas original du tout. Elle se fait prendre un peu à son propre piège, on s'y attend, les choses tournent pas comme elle l'aurait voulu, on s'y attend. Enfin, vous voyez, il n'y a pas eu la révélation qui m'a laissé sur le cul, il n'y a pas eu de trucs incroyables quoi. C'était juste une histoire d'une ado qui a du mal à vivre son deuil, ok, qui veut se venger, ouais, mais qui s'y prend pas très bien quoi. Et la fin, j'étais là en mode, attends mais il manque des pages ou quoi? Est-ce que j'ai compris ce que j'ai compris? Et oui, et d'un côté ça m'étonne pas de l'auteur, mais de l'autre j'ai trouvé ça pas hyper bien fait. Voilà.
Donc je m'attendais clairement à mieux. Je pense qu'on aurait pu faire des trucs beaucoup plus tordus avec cette histoire. Et au final, ça soulève plein de problèmes mais ça ne résout rien. Vous voyez. Donc bon. Là aussi je suis déçue. C'est pas le genre de bouquin, vous voyez, par exemple, que je vais garder dans ma bibliothèque. Parce que clairement je le relirai pas. Et c'est pas non plus le genre... Enfin, c'est pas celui-ci que je conseillerais pour ce genre-là et pour cet auteur-là. Donc, ouais, voilà. C'était pas une bonne pioche non plus. Enfin, au niveau des romans, très rapidement, parce que je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée à la série. J'ai lu le tome 1 de Caraval, enfin. Parce qu'en fait, j'ai reçu des éditions de Saxus, Il était une fois un cœur brisé. Et en fait, je me suis rendu compte que le personnage, enfin, les personnages qu'on trouve... Enfin, au moins un des personnages qu'on trouve dans cette nouvelle série vient de la série Caraval. Et bah, c'est un peu embêtant, quoi, je trouve, surtout si t'as pas lu la première série. C'est une sorte de spin-off, je crois. Du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, il n'y a pas le feu, le service presse, il attendra. Je vais enfin lire ce tome-là que j'ai dans ma pile à lire depuis 1000 ans. C'est simple, je l'avais acheté quand il était sorti en poche. Et en fait, à la même période, la maison d'édition... Je crois que c'était Bayard, j'arrive plus à me rappeler, avait décidé d'arrêter la série. Donc le 3e tome n'était jamais sorti en français. Donc ça m'avait coupé l'envie de le lire. Jusqu'à ce que récemment je voie qu'il y a une autre maison d'édition qui l'a édité. Une maison d'édition apparemment un peu spécialisée dans les suites et fins de série. Du coup je me suis dit bon, voilà, j'ai un bouquin tiré d'un spin-off, j'ai ce premier tome dans ma pile, je vais le lire. Et... bah je l'ai lu et là je suis en train de lire le 2e tome du coup parce que je suis bien partie pour les enchaîner. Je vais pas du coup vous en faire une chronique très très longue parce que ben voilà, je vous en reparlerai plus en détail. Mais d'un côté j'aime trop l'ambiance, j'aime trop l'univers, je trouve ça hyper intéressant, hyper mystérieux. J'adhère complètement à l'aspect de Caraval, de ce spectacle slash cirque slash mise en scène d'un jeu complètement taré. De l'autre, je trouve que les personnages font assez cucul à praline, enfin surtout Scarlett, et que voilà, c'est pas hyper élaboré, c'est pas hyper recherché, ça reste beaucoup en surface, donc j'attends de voir, voilà, vous avez mon avis en cours de série, j'attends de voir si vraiment on va beaucoup plus nous expliquer les choses, ou si on reste en surface, du coup là je serai un petit peu déçue je pense. Donc on verra, mais voilà, je suis en train de lire la série Caraval et je vous en reparlerai tout bientôt. Et pour terminer, je vais vous parler de 2 graphiques, là aussi une déception, mais alors je suis passée complètement à côté, et un bouquin que j'ai bien aimé. Donc d'abord, Peace to Vie. Voilà, je sais pas quoi vous dire à part que j'ai rien compris. Non mais vraiment, c'est horrible ce bouquin, mais je savais plus je savais plus. Parce qu'en fait on est dans une sorte de monde bizarre où il y a une jeune fille qui vit avec une sorte de renard et ils font des bêtises. Il y a des oiseaux que si on les entend parler on devient fou. Il y a un mec, un géant qui passe son tracteur comme ça dans le champ. Il y a la déesse du vent ou je sais pas quoi là qui sème des graines de temps en temps. Et voilà. Et je pense que je vous ai résumé l'histoire. Vraiment, j'ai rien compris. Je suis passée complètement à côté de ce truc. Pourtant, moi j'aime bien normalement les univers un peu absurdes, oniriques, etc. Là, mais vraiment, ils disent que c'est un récit drôle, touchant et mélancolique, une métaphore de la vie et de notre monde qui change inexorablement. Ouais, peut-être que j'ai vu un truc qui se rapprochait un petit peu du passage à l'âge adulte. Allez, ok, pourquoi pas. Peut-être, si vraiment on raccroche ça par les cheveux. Mais sinon... Voilà. Heureusement que c'était un bouquin graphique, hein, parce que clairement, j'ai pas du tout adhéré. Mais alors, pas du tout. Et je serais incapable de vous dire de quoi ça parle. Bref, pour moi, passez votre chemin. Et le dernier que je vous présente, c'est Goupil ou Face de Lou Luby. Alors celui-là, ça fait longtemps que j'ai dans ma pile à lire aussi, mais bon, je me suis dit que j'allais enfin le sortir. C'est vachement bien, c'est un bouquin de vulgarisation scientifique sur la bipolarité et surtout sur la cyclothymie. Ça va parler en fait de l'autrice qui elle-même est bipolaire
Et on vous explique qu'il y a plein de sortes de bipolarité, que c'est pas juste tous des maniaco-dépressifs, ce qui était l'ancien nom avant de la bipolarité plus, qu'en fait il y a différents niveaux et qu'elle, elle est cyclothymique, donc elle a des énormes variations d'humeur et en fait on vous explique déjà d'où ça vient scientifiquement dans le cerveau, on vous explique en fait comment est-ce que ça se manifeste chez les personnes et l'autrice elle a décidé de représenter ça sous la forme d'un renard qui parfois est bon et parfois est pas très bon et qui soit lui donne des... va l'exciter de manière... ouais, en mode wouhou, tout va bien, vous voyez, on appelle ça l'hypomanie apparemment. Soit va complètement la faire partir en dépression en lui chuchotant des idées noires tout le temps. Et c'est hyper intéressant, franchement, ça aide à comprendre en fait ce que ces personnes-là vivent et peuvent ressentir. Et ça aide en fait à les comprendre, à dire mais non en fait c'est pas juste une lubie, c'est pas juste qu'ils sont lunatiques, c'est pas que... Je veux pas dire c'est pas leur faute hein, parce qu'elle te dit que voilà, il y a cette maladie qui est présente mais ensuite ça te définit pas, tu peux quand même faire des choix. Donc ça excuse pas l'attitude de certaines personnes mais en même temps ça te permet de mieux les comprendre. Voilà. Donc c'était vraiment pas mal. Franchement j'ai passé un très bon moment de lecture. Ça se lit vite, hein, vous voyez. Mais c'était vachement intéressant. Je pense que c'est un bouquin qui pourrait concerner plein de personnes. Si vous avez des gens de votre entourage qui ont peut-être des soucis de variation d'humeur. Parce que comme elle l'explique, c'est très compliqué à diagnostiquer. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres-là, si comme moi vous partagez mes déceptions, si au contraire vous les avez aimés, ou si certains que je vous ai présentés vous tentent. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous fais de gros bisous.